Ça y est, j'ai pu le voir. Étonnant à quel point j'ai pu être impatient de découvrir la suite d'un film que j'avais juste trouvé nul. Souvenez-vous, Winnie the Pooh, Blood and Honey avait déçu pas mal de spectateurs, dont moi, après avoir causé une hype sans doute disproportionnée et difficile à assumer pour le petit studio anglais de Jagged Edge Productions, à tel point que j'en avais fait une vidéo qu'on peut considérer comme à charge contre le film, une série Z sans grande personnalité et terriblement décevante malgré une volonté plus ou moins visible de bien faire. Et pourtant, l'annonce de cette suite, ainsi que de la mise en place d'un univers cinématographique regroupant des caricatures corrompues de personnages Disney, désormais surnommé Twisted Childhood Universe, continuait d'attiser ma curiosité. Une curiosité sans doute malsaine et injustifiée, mais une authentique curiosité tout de même. Alors, verdict ? Une immense merde à la hauteur du premier opus ? Un coup de maître inattendu ? Ou un film sympathique motif d'espoir pour la suite ? Nous allons voir ça ensemble. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à Winnie the Pooh, Blood and Honey 2. Donc, Winnie the Pooh, Blood and Honey 2, sorti aux États-Unis en mars dernier, est toujours réalisé et coécrit par Rhys Frake Waterfield, qui avait fort à faire pour tenter de faire oublier les critiques catastrophiques du premier opus. Et pour l'aider, il bénéficiait cette fois d'un budget d'environ 1 million de dollars, ce qui devrait à coup sûr impacter la qualité de cette suite. Et pour cause. Le premier avait coûté 100 000 dollars seulement, mais en avait rapporté plus de 5 millions à travers le monde, ce qui en fait bien sûr un succès commercial incontestable, et a donc permis à Jagged Edge d'investir plus de pognon. Et ça pouvait déjà un petit peu se ressentir à travers la bande-annonce et les différents visuels promotionnels du film. Même si ça représente rarement fidèlement l'œuvre finale, ça laissait déjà entrevoir de belles choses. Et l'augmentation du budget du film ne fut pas le seul changement. Nous ne retrouvions tout simplement aucun comédien du premier volet ici, et c'est particulièrement étonnant pour le personnage de Jean-Christophe, dont on voit le visage, contrairement à Winnie et ses camarades, et qui est cette fois interprété par Scott Chambers. Comme l'ensemble du cast, ça cabotine pas mal, ça ne joue pas très bien, mais ça met du cœur à l'ouvrage, et ça a l'air de s'amuser, une tendance confirmée par les photos que les membres de la distribution et de l'équipe technique ont pu mettre sur les réseaux sociaux. Puis, ce cabotinage reste tout de même dans l'esprit du film. Enfin bon, que peut bien raconter un tel long métrage ? Après les événements du premier film, surnommé les massacres de la forêt des rêves bleus, Jean-Christophe a révélé l'existence de ses amis à l'origine des meurtres. Forcément, la plupart des gens ne le croient tout simplement pas, et même s'il fait de son mieux pour répandre le bien autour de lui, notamment à travers son travail d'infirmier, nombreux sont ceux qui pensent qu'il est derrière ces ignobles crimes. Mais ceux qui acceptent de le croire se sont mis à traquer Winnie et ses copains jusqu'à les obliger à se terrer. D'ailleurs, paniqués, Winnie et Porcinet ont été rejoindre d'autres vieux potes, Maître Hibou et Tigrou, afin d'être plus forts pour affronter leurs ennemis en quête de vengeance, et qui en veulent aussi terriblement à Jean-Christophe qu'ils tiennent pour responsable. Donc oui, Tigrou et Maître Hibou rejoignent les monstres, et c'est une phrase assez bizarre à dire dans une vidéo. C'est sans doute parce que cette fois, Frake Waterfield avait le droit de les utiliser, car certains personnages de l'univers de Winnie l'ourson appartiennent toujours à Disney, indépendamment des droits de l'œuvre en elle-même. Et lors de la sortie du premier film, Tigrou et Maître Hibou faisaient toujours partie de l'écurie de la petite souris, je parle de Mickey. Du coup, à quand Coco Lapin ? Ou la maman kangourou, je sais plus comment elle s'appelle. Bon, entre nous, l'intrigue n'a pas énormément d'intérêt, et ce n'est clairement pas ce qu'on lui demande de toute façon. Mais dès les premières minutes du film, on comprend qu'il est bien plus ambitieux et maîtrisé que son prédécesseur. Sa photographie est d'entrée plus pro, même si elle fait un peu film étudiant, et on n'est plus sur le filtre terne typique des séries Z que le premier opus nous proposait. Non, cette fois, il y a un peu de recherche dans le cadre, la profondeur de champ, l'éclairage, et même si ça ne casse pas 3 pattes à un canard, c'est déjà nettement mieux. Et j'ai été agréablement surpris d'entrée de jeu, enfin capable de profiter du spectacle violent qu'on me promettait sans avoir peur d'assister à une nouvelle catastrophe. Et de la violence, on en a eu, pour notre plus grand plaisir. Le film ressemble à un mélange entre les détours mortels et les hatchets, et ça devrait vous donner un aperçu de la brutalité dont ces tueurs font preuve.
Bon, certaines scènes sont vraiment mal réalisées et le montage fait souvent office de cache-misère. Des plans manquent lors des mises à mort, sans doute parce que les effets étaient trop mal foutus ou trop compliqués à faire dès le départ, mais le spectateur se rend bien compte qu'il manque des images, et ça fait perdre le tout en fluidité et en impact. Certains effets gardés dans le film, qui semblent être des mélanges de mauvais CGI et d'effets pratiques un peu maladroits, sont eux aussi plus ou moins ratés, et diminuent l'efficacité des scènes de meurtre. Mais pour autant, cette suite est bien plus méchante que son prédécesseur, et c'est clairement pour un mieux. Il assume beaucoup plus son côté survival surnaturel brutal et joue un peu moins avec la nature de ses antagonistes, un parti pris intéressant mais très loin d'être abouti du premier film. D'ailleurs, les masques, parlons-en. Je rappelle que les antagonistes des deux films ne sont pas des tueurs masqués, mais bel et bien des monstres, des entités surnaturelles. Cette suite explique en plus leurs origines, même si je n'en dirai pas vraiment plus là-dessus. Le premier se concentrait beaucoup sur ces masques assez originaux, mais ça ne marchait jamais trop. On voyait que c'était des masques. Ici, on s'y intéresse donc moins et je trouve que ça marche déjà beaucoup plus. Mais nous avons donc également deux nouveaux tueurs qui font leur entrée dans cet univers. Le premier, Tigrou, est vraiment très oubliable et n'apporte pas grand chose. Pour tout vous dire, pendant toute une partie du film, je l'ai carrément confondu avec Winnie. Je croyais que c'était Winnie en mode énervé, vu qu'il a constamment une expression féroce sur le visage, et je pensais qu'on avait juste changé son masque. Mais non, c'est bien un nouveau personnage à part entière. Il sait parler, même s'il ne dit que quelques mots, et il utilise principalement ses griffes pour tuer ses victimes. Et voilà, ça représente à peu près ses seuls traits de personnalité. Par contre, nous avons Maître Hibou, qui lui apporte pas mal de nouvelles choses. Déjà, son design est assez stylé, son masque fait clairement penser à un mélange entre le Creeper de Jeepers Creepers et Freddy Krueger lui-même, ce qui lui donne un visage, on peut le dire, guère accueillant. Son apparence est rendue plus marquante encore par ses ailes majestueuses et qui lui donnent un petit quelque chose de sinistre. Ça rappellera Dark Crystal au plus ancien. Sa voix également est impressionnante, l'acteur Marcus Massey a fait un excellent travail pour lui donner de la personnalité et ça marche plutôt bien. Lui, pour le coup, est très bavard, contrairement à ses camarades, et il apporte un petit quelque chose de plus. Il a une vibe un petit peu Seigneur des Ténèbres ou un peu celle du sorcier de la bande, et c'est assez appréciable. Et même s'il ne commet pas tant de meurtres que ça, chaque fois qu'il met la main à la pâte, on en a pour notre argent. Rien que ça vomit sur le visage de ses victimes, que ça leur lacère les yeux à l'aide de ses serres, on apprécie. Comme je le disais il y a quelques secondes, le film explore les origines de ces monstres. Et si je ne vous en révélerai pas la nature exacte, je trouve amusant qu'elle ressemble un petit peu à celle des animatroniques de FNAF. Et c'est encore plus marrant quand on sait que la boîte Jagged Edge nous a déjà proposé sa version de FNAF. Sans animatronique pour le coup, juste des monstres au design un petit peu aléatoire qui surfaient sur le succès du terrible navet de Blumhouse. Tout ça pour dire que l'inspiration est probablement bien réelle et volontaire, car Jagged Edge Productions, à l'instar de son grand cousin Asylum, sait jouer sur ce qui plaît à ses spectateurs. À part ce point rigolo, rien de notable à dire sur les origines des monstres, qui sont un petit peu débiles et tout sauf crédibles. Mais encore une fois, ce n'est pas ce qu'on leur demande. On s'intéresse aussi de façon un petit peu plus importante au personnage de Jean-Christophe, qui devient ici le véritable personnage principal, alors que dans le film précédent, il était plus protagoniste bis. Bon, ça reste un personnage assez transparent, mais nous allons quand même explorer son enfance ainsi que la disparition de son petit frère lorsqu'il était petit. Ça ne vous rappelle pas un autre film, ça aussi ? Réfléchissez un peu. Notre personnage principal, un jeune homme qui a une petite sœur, avait également, lorsqu'il était plus jeune, un petit frère qui a été enlevé et dont on n'a jamais retrouvé la trace. Bah oui, c'est encore une fois un élément central au film FNAF. Quand je vous disais que l'inspiration était vraiment certaine, Jagged Edge n'essaye même pas de nous le cacher. Ils en ont rien à foutre. Et pour être tout à fait honnête, moi aussi j'en ai rien à foutre. Car en réalité, et je suis à moitié surpris de dire ça, ce Winnie the Pooh 2 est juste meilleur que le film FNAF sur la plupart des aspects sur lesquels on l'attend. Il est beaucoup plus fun et drôle, ses scènes horrifiques sont plus nombreuses, plus graphiques, plus méchantes, ces monstres ont honnêtement plus de personnalité et l'univers dans lequel ils évoluent est plus intéressant. À mon sens, on n'exploite toujours pas assez la forêt des rêves bleus, qui a un sacré potentiel narratif, mais qui est totalement ignoré dans ces deux films, sans que je comprenne trop pourquoi. Mais ce petit parallèle ne me sert juste pas encore à enfoncer FNAF, que j'ai déjà suffisamment démoli sur ma chaîne, il me sert à rappeler que notre film du jour est bien plus réussi et amusant que son aîné. Franchement, on prend pas mal de plaisir avec cette suite qui réussit là où le précédent volet échouait constamment. C'est un vrai slasher pour le coup, qui a pu s'inspirer des productions dont il voulait s'approcher et que j'ai déjà cité dans la vidéo, pour proposer quelques scènes sanguinaires assez impressionnantes. Je pense par exemple au massacre de la pseudo-boîte de nuit, qui augmente le body count de nos antagonistes de
de façon significative et fait penser aux scènes de carnage de Hellraiser 3 ou de Wishmaster 2, qui restent parmi les meilleurs et les plus mémorables de leurs films respectifs. Bon, celle-ci fait un peu pâle figure par rapport à elle, mais elle reste saluable et assez impactante. Et surtout, elle témoigne de la volonté de Frank Weatherfield de proposer un divertissement véritablement sanguinaire, là où le premier film était trop timide et trop mal foutu pour vraiment assumer ce postulat. En gros, cette fois, le film est vraiment violent. On a pas mal de meurtres stylés, le sang coule et les membres sont brisés, arrachés, parfois même explosés. L'un des meurtres de la scène d'introduction avec une fille qui se fait casser chacun de ses membres, il est pas mal. On entre bien dans le vif du sujet. C'est cool, franchement. Mais bon, loin de moi l'idée de vous faire croire que le film est parfait pour autant. Je l'ai déjà un petit peu mentionné, mais il y a toujours des problèmes de mise en scène et de montage dans le film. Ça ne vole jamais très haut. Mais ça serait un peu de la mauvaise foi de retenir ce point contre le film, car les productions de ce genre sont tout de même rarement des modèles d'inventivité ou d'ingéniosité. Et encore une fois, après la bouse monumentale qu'était Winnie the Pooh premier du nom, on a de quoi être sacrément content de cette évolution qui reste positive. Les personnages sont toujours aussi creux et inintéressants, malgré une tentative louable d'ajouter de l'enjeu émotionnel au film. Ça ne fonctionne pas vraiment, mais c'est là, et on voit bien que Jagged Edge a compris ce qui avait manqué sur leur premier essai. Un véritable héros, une backstory qui ne prend pas complètement racine dans l'univers de Winnie l'ourson, parce que cela ne suffisait pas à créer un véritable univers et ça maintenait l'intrigue du film au stade de mauvaises blagues et de détournements provocateurs. Et une violence vraiment méchante. Alors, est-ce que ce Winnie the Pooh 2 est un bon film ? Ça se discute déjà plus, mais on n'est pas non plus devant un long métrage de grande qualité. Est-ce que dans le genre, c'est réussi ? Oui, franchement, si vous souhaitez vous divertir avec un survival débile et gore qui vous rappellera les suites de Détours mortels en termes de ton et de stupidité, bah franchement, foncez. Je suis vraiment content de pouvoir dire un petit peu de bien sur la suite d'un film que j'avais cloué au pilori l'année dernière. Il a su profiter de son budget plus confortable et des innombrables critiques qui avaient été faites sur lui pour revenir plus fort. Et sa scène de fin, qui annonce un troisième film, bah fonctionne bien. Je suis hypé et j'ai envie de revoir ces monstres tuer des gens dans un nouvel opus. Pareil pour le générique, qui propose de jolis artworks sur d'autres personnages de la galaxie Disney détournés et rendus plus sinistres encore. Pinocchio, Peter Pan, Bambi... Et j'ai hâte de voir quel genre de film ça va donner. Alors certes, les pseudo-discours que le film a tenté d'exploiter, tels que la véritable nature des monstres, qui sont les véritables monstres, des questions qu'on a l'habitude de retrouver dans le cinéma de genre, n'apportent pas grand-chose ici. Le film n'est jamais autre chose qu'un divertissement débile. Mais c'est ça qu'on veut. Donc, pour moi, ça reste une réussite. Et c'est sur ces mots plutôt positifs que s'achève cette critique glauque. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.